Salut à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast ML2. C'est déjà le huitième. On a fait le bilan des saisons des différents clubs de Ligue 2 lors du septième épisode, lors du dernier épisode. Et pour nos dernières apparitions, on est en juin et puis on va continuer à vous proposer des podcasts pendant tout l'été. On en a un premier aujourd'hui et puis vous le savez maintenant, c'est une petite tradition. Je suis avec deux collègues cette fois-ci de la team ML2. D'habitude c'est un. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. On en a deux. Et puis, je vais commencer par celui qui a le plus d'apparitions au compteur jusqu'ici. C'est Julien Parisot qui est avec moi. Comment ça va, Julien? Salut Karel, ça va très très bien, merci. Et donc, on a une nouvelle arrivée aussi. Aujourd'hui, c'est Étienne Comte qui nous rejoint. Étienne, comment ça va pour ce premier podcast? Bon, il y avait eu celui du bilan des saisons, mais avec un invité, c'est le premier. Écoute, je suis ravi de vous rejoindre et puis je vais essayer de profiter de ce temps de jeu pour faire mes preuves. T'as bien raison. On est dans le bon esprit. Et puis voilà, on était tous ensemble avec Dorian il y a quelques semaines pour faire le bilan des différentes équipes de Ligue 2. Et là, on est de retour avec un invité, un ancien joueur en l'occurrence qui est désormais entraîneur, un ancien joueur qui a marqué le championnat de Ligue 1 avec 473 matchs dans l'élite quand même. Rien que ça, sous les couleurs de Toulouse, de Bordeaux, de Saint-Étienne, de Grenoble, de Marseille ou encore de Bastia et de Rennes. Plus d'une trentaine d'apparitions en Coupe d'Europe aussi, en Champions League, en Coupe de l'UEFA, et puis quelques matchs également, près d'une centaine dans notre belle seconde division avec le TFC. Mais c'est surtout son parcours d'entraîneur qu'on va évoquer aujourd'hui, avec des passages sur le banc de l'Estac et de la SSE. Vous l'avez sûrement deviné, c'est Laurent Batles qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Comment ça va, Laurent? Très bien, merci. Bonjour à tous. Merci à toi d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un vrai plaisir de t'accueillir parce qu'on va pouvoir aborder plein de sujets passionnants et puis en plus qui touchent à l'actualité récente. Donc c'est parfait. Et puis les premières questions moi que j'avais envie de te poser, c'est vraiment au sujet de ton actu à toi personnel du moment. Ça fait un peu plus de 6 mois maintenant que tu n'es plus sur le banc de l'AS Saint-Étienne. Donc je voulais savoir déjà comment ça va, tout simplement. Et puis qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien actuellement? Comment est-ce que tu restes un peu connecté avec le football? Après, tout va bien. C'est vrai que quand on est entraîneur et qu'on vit une éviction, c'est jamais évident, notamment après moi comment je l'ai vécu, vu que c'était un club qui me tenait vraiment à cœur, puisque j'ai tout fait dans ce club, j'avais envie d'aller au bout avec mon staff de l'aventure. J'étais persuadé que de toute façon on allait arriver sur l'objectif qu'on s'était fixé sur les 2 ans. Après, des fois, vous savez, il y a des planètes qui sont pas alignées, il y a des choses qui se passent sur quelques matchs et malheureusement, voilà, il y a eu cette éviction qui a été pendant quelques temps difficile à vivre parce que c'est jamais facile à vivre. Faut pas croire que quand on est comme ça, viré d'un club, c'est jamais facile parce qu'on s'investit énormément. Donc après, faut se ressourcer, faut prendre le temps de se ressourcer, il faut prendre le temps un petit peu de penser à soi. Parce que dans un club de foot, notamment quand on est entraîneur, on pense beaucoup aux autres et peu à soi. Donc on pense à soi, on fait des choses que l'on faisait peut-être pas pendant un moment. Puis après, on regarde beaucoup de matchs, on essaye de se tenir au courant de tout ce qui se passe pour pouvoir rester connecté au football. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. On avait déjà évoqué un peu aussi le sujet avec quelques entraîneurs qui n'étaient plus en poste au moment où on les avait eus, qui nous avaient dit que c'était important aussi de couper un peu du foot, mais c'est difficile de le faire totalement. Tu l'as dit, tu as continué à garder un œil sur les matchs de Ligue 2, de Ligue 1, même de différents championnats, on l'imagine. Ouais, totalement. Après, quand on est passionné, quand on peut pas, en fait, on peut pas vraiment se couper. C'est-à-dire que à certains moments, c'est important de regarder ce que font les autres. C'est important d'être connecté. En plus, vous avez pas mal d'amis qui sont entraîneurs aussi dans les Ligue 1 ou voire Ligue 2, voire à l'étranger. Donc, en fait, vous regardez un petit peu ce qui se fait. Et puis, c'est important par rapport aussi à ce que vous vivez et notamment ce que vous pouvez appréhender en termes de football, de vous remettre un petit peu de temps en temps en question et de vous dire peut-être qu'il y a d'autres idées ailleurs qui sont intéressantes. Donc voilà, c'est surtout à ce niveau-là aussi, c'est de ne pas rester cantonné plus ou moins à ce que l'on sait ou ce qu'on veut faire. Mais même si on a un projet de jeu et que des fois c'est immuable,
Pour autant, même dans ce projet de jeu, il faut savoir le faire évoluer. C'est un bon moment aussi pour, voilà, pour continuer ton apprentissage parce que tu as encore un jeune entraîneur, mine de rien. Et puis c'est intéressant parce que ça me permet aussi de transitionner sur une des questions que j'avais pour toi. On l'a dit, tu as eu une très riche carrière, de joueur, avant de devenir, entraîneur. Et puis avant ce passage, sur les bancs professionnels de l'Estac et de Saint-Étienne, tu as quand même eu cette aventure avec l'équipe réserve, de Saint-Étienne. Tu l'as dit, qui est un club qui te tient particulièrement à cœur, qui était en National 2 au moment où tu es arrivé sur le banc pour cette saison. À quel point ça a été important pour toi d'avoir cette expérience-là avant de basculer dans le monde professionnel en tant que coach? Ce qui est important, c'est de. En fait, dans ce club, je suis passé un petit peu par tous les postes. Notamment, j'ai été aussi adjoint de Christophe Galtier pendant 1 an. Après, le fait d'entraîner et de se dire que vous entraînez avec votre façon de voir le football, c'est complètement différent que d'entraîner en étant adjoint avec un entraîneur qui, lui, a ses idées. Même si vous essayez de les faire passer, obligatoirement, un entraîneur, c'est lui qui décide. Donc, en gros, quand à un moment donné, j'étais adjoint avec Christophe, moi, je lui ai dit, j'aimerais peut-être bien prendre la réserve pour essayer de moi-même de mettre quelque chose en place au niveau des joueurs, du terrain. Et c'est à ce niveau-là que ça m'a permis de pouvoir, notamment dans un centre de formation, où vous n'avez pas non plus une obligation de résultat extrême, de pouvoir faire vos armes et de vous dire, ben voilà, en plus, vous changez souvent d'équipe parce que vous jouez des fois avec des 19 ans nationaux, des fois pas, des fois il y a la Gambardella, des fois il n'y est pas. Donc en fait, vous avez quand même un groupe quand même assez étoffé et il faut des fois du week-end à un autre changer presque la moitié de l'équipe. Mais pour autant, il faut garder le même système de jeu, il faut essayer d'avancer, d'essayer de rendre aussi la mesure à l'adversaire, c'est-à-dire que de temps en temps, vous vous dites, vous jouez dans un certain système ou pas. Et ça, c'est important parce que votre apprentissage que vous faites à vous, vous pouvez le mettre en œuvre aussi avec la réserve. Vous pouvez jouer dans n'importe quel système, vous changez tous les week-ends, pour autant, ce n'est pas vraiment un problème parce que ça vous permet de voir ce qu'il se passe. Et moi, tout cet apprentissage, ça m'a permis justement, après, notamment quand je suis parti à 3, de me dire, ouais, j'aime bien ce système-là, je préfère ce système-là, mais je peux jouer dans ce système-là. Et quand j'étais chez les pros, par moment, il m'est arrivé des choses en N2, voire en N3, où je me suis dit, bon, il s'est passé ça à ce moment-là, j'ai réagi comme ça s'est pas trop mal passé, donc je vais le faire avec les pros. Si vous ne l'avez pas et que vous arrivez de but en blanc avec les professionnels, des fois, le fait d'avoir été ancien joueur ne vous donne pas non plus une garantie de passer et d'être un bon entraîneur derrière et de savoir ce qui s'est vraiment passé. Je pense que d'avoir 3, 4, 5 ans d'entraîneur dans une formation ou dans un niveau quand même assez honorable, ça vous permet quand même de vivre des choses qui, après, vous pouvez les retranscrire ou pas au niveau professionnel. J'avais une petite question, Laurent. Karel a évoqué ta longue carrière de joueur juste avant. J'aimerais savoir à quel moment de cette carrière de joueur tu t'es dit je vais être entraîneur après? Moi, ça a été très particulier parce que mon père était entraîneur, m'a entraîné quand j'étais en 17 ans nationaux. Donc, j'ai baigné très, très tôt dans le football et notamment après avec mon père qui a été après recruteur pour Sochaux. Enfin, donc, en fait, j'ai baigné beaucoup là-dedans. Et il est vrai que j'ai toujours été quelqu'un d'assez passionné et notamment après, avec chaque entraîneur, vous apprenez des choses. Et surtout, peut-être un peu plus sur la fin, quand vous arrivez sur la fin, bien sûr, quand vous arrivez à 32, 33, 34 ans, c'est là où on se pose certaines questions, à se dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire par la suite, qu'est-ce qui plaît pas, est-ce que je vais être consultant, pas consultant, est-ce que je vais faire du recrutement, pas du recrutement, est-ce que je reste à la formation ou pas. Mais moi, c'est vrai que sur la fin de ma carrière, il est vrai que notamment avec Christophe Galtier, j'avais des très très bonnes relations. Donc j'étais souvent le relais avec lui. Et en soi, j'avais notamment peut-être ma dernière année, j'avais presque basculé entre joueur pro et entraîneur presque. Parce que je voyais des choses sur le terrain, j'essayais de lui en parler. On essayait, il me disait non mais là on peut pas, là on peut. Et en fait j'avais un peu basculé là-dedans, mais c'était aussi quelque chose que je pense
par le biais de ce que j'avais vécu avec ma famille, était presque assez naturel pour moi. Et voilà, tu as eu un style de jeu, voilà, en tant que joueur, particulier, milieu de terrain, voilà, élégant, qui aime forcément, beaucoup toucher le ballon. Tu dirais que ça t'a influencé, toi, dans ta manière d'appréhender le rôle de coach, dans le style de jeu que tu voulais donner à tes équipes? Totalement. Moi, de toute façon, après, je sais pas si vous avez vu comment on a joué, mais moi, à 3, notamment la première année, même avec les jeunes, hein, mais je basais beaucoup de mon. En fait, je basais beaucoup mon jeu sur à la fois la possession, la qualité technique, la qualité de passe. Euh, voilà, tout a été basé un peu que sur ça. Il y a énormément d'exercices qui ont été créés, notamment sur les échauffements pour travailler techniquement. Je me suis rendu compte tout au long de ma carrière que de toute façon, dans les meilleures équipes où j'ai joué, c'était avec des joueurs où quand tu as la possession, ou quand techniquement tu ne perds pas le ballon et que tu ne cours pas après, c'est quand même plus facile de mettre quelque chose en place. Et donc, je me suis dit en tant qu'entraîneur que pour moi, c'était la meilleure des façons de pouvoir appréhender en fait le niveau des jeunes, mais aussi le niveau pro. Et quand on était à 3, j'ai eu la chance de pouvoir à la fois recruter et à la fois avoir des joueurs qui étaient en place, qui techniquement étaient au-dessus. Et ça nous a permis d'avoir, notamment l'année où on est monté, presque 66 ou 67% de possession, l'une des meilleures attaques. Après, avec un système qui était très particulier. Pour autant, c'était pour moi le contre-pressing pour pouvoir récupérer le ballon et mettre son jeu en place était très important. On t'a vu en plus, beaucoup évoluer, dans un système à 3 Ouais. défenseurs, que ce soit à l'Estac, que ce soit à Saint-Étienne, avec une certaine affection pour les pistons. Ouais. Comment tu nous expliques cette, voilà, tu nous as dit ce que tu appréciais, mais qu'est-ce que ce système, toi, t'apportait comme garantie, dans cette volonté justement de bien jouer de manière offensive? On a vu que ça avait fonctionné, notamment avec l'Estac, où il y a 2 belles saisons, très, très abouties. Qu'est-ce que ça t'apportait toi comme garantie? Parce que, en fait, même à Saint-Etienne, ça c'est en fait, la deuxième partie de saison que l'on avait vécu. On avait perdu que 2 matchs et Oui. on avait surtout rentré des vrais pistons comme Nkunku et même Cafaro qui, dans ce système-là, pouvait être intéressant. En fait, ce qui s'était passé, c'est que euh, ça dépend avec quel style de piston tu joues. Ou tu joues avec des pistons un peu défensifs, qui sont des latéraux, mais pour défendre. Ce que j'ai fait la première année en Ligue 1 avec 3, parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas jouer comme je jouais en Ligue 2, en Ligue 1. Et donc, en fait, on avait pris des pistons qui étaient plus défensifs qu'offensifs. Alors qu'en Ligue 2, c'était complètement l'inverse. À 3, j'avais presque même des attaquants en fait, qui étaient dans les rôles de piston. Et c'était justement pour aller chercher en fait, et faire un pressing haut sur l'équipe adverse. Donc en fait, c'était à la fois ça et à la fois pour avoir des joueurs qui sont performants offensivement pour pouvoir marquer et faire des passes. Parce que vu que moi, je concentrais beaucoup de mon jeu par le milieu de terrain, notamment parce que j'avais 4 joueurs au milieu et un attaquant d'axe, il me fallait absolument mettre des centres et être assez haut sur le terrain pour mettre des centres. Donc en soi, on jouait presque par moment avec 5 attaquants. Tu avais 5 joueurs, il y avait donc tes 2 pistons, tes 2 numéros 10, ton attaquant et l'autre piston. Et après, tu avais une garantie plus ou moins de 1 ou 2 milieux défensifs et tes 3 défenseurs. Et c'est vrai que tu fais bien de le repréciser parce que même à Saint-Étienne, il y a eu des séries de victoires et des séries même d'invincibilité, conséquentes dans ce système, voilà qui est vraiment je trouve, en tout cas ta patte en tant que coach. Je trouvais ça intéressant de voir un peu les fondations, de ta carrière, d'entraîneur. J'aimerais bien revenir, si tu le veux bien sur tes débuts justement, à l'Estac, Ouais. parce que tu arrives dans une équipe, quand même, qui fait, partie des favoris de ce championnat, qui vient de finir 3e et qui vient de participer aux playoffs lorsque tu arrives. Toi, tu sors de cette saison en tant que coach de la réserve de Saint-Etienne, et on le disait, c'est ta première saison en tant que coach d'une équipe professionnelle. Est-ce que tu as, même avec la carrière de joueur que tu as, un peu de pression au moment d'arriver à 3, tu dirais? Non, franchement, j'ai pas eu de pression. Puis en plus, ça a été très particulier parce que moi, quand je suis arrivé à 3,
il est vrai que je crois qu'ils font les barrages contre Lens. Et en fait, en soi, je me pose pas la question à savoir si je vais entraîner trop ou pas, parce que Rui de Almeida, en fait, s'en va à Caen, alors que presque tout le monde avait signé dans les clubs. Et moi, en fait, c'est Luis de Souza, qui est un ami à moi que j'avais connu à Toulouse, qui m'appelle en me disant, écoute, voilà, le président Mazzoni veut te rencontrer, est-ce que ça te dit, ça se dit pas? Ou je dis, bah, vas-y, on tente le coup. Et j'ai pas eu vraiment de pression parce que ça s'est fait tellement vite. Et en plus de ça, quand je suis arrivé, le groupe avait un peu explosé, c'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup de joueurs prêtés, il y avait eu beaucoup de joueurs qui sont partis. Il a fallu reconstruire quelque chose. Il y avait eu la Gambardella qui avait été gagnée par l'Estac, donc il y avait Brian Mbouemou et tout ça qui était toujours là. Pour autant, on savait qu'on allait le perdre. Et donc, il a fallu reconstruire un effectif. Donc, en fait, quand je suis arrivé, je ne suis pas arrivé avec un effectif établi qui avait déjà vécu des choses. Je suis arrivé avec quelques joueurs qui étaient restés, bien sûr, des barrages. Mais Louis avait déjà, il avait été chercher Barthelmé à l'extérieur, il avait été chercher Gallon à l'extérieur. En fait, il y avait des joueurs qui arrivaient sur un nouveau challenge et des nouveaux challenges aussi pour eux. Et donc, en fait, on était tous ensemble sur le même pied d'égalité. Et en fait, non, ça s'est fait naturellement et j'ai pas eu vraiment de pression. La seule pression que j'avais, c'était d'essayer de faire un groupe cohérent parce que je me suis dit, malgré tout, vu qu'ils avaient été troisième, que c'était quand même un club qui faisait les allers-retours en la Ligue 1 et la Ligue 2, c'était d'essayer de ne pas être dans dans les 10 derniers, quoi. Je veux dire, moi, le but, c'était au moins de jouer au moins les barrages l'année d'après pour se dire, bon, ben voilà, on reste sur le même pied d'égalité de ce qu'on avait vécu avant. Pari plutôt réussi, pour le coup, même Ouais. si la saison est très particulière, quand même, puisque c'est la saison qui est marquée par le Covid et l'arrêt des championnats. Au moment où tu es 4e avec les Stacks, encore au contact en plus des 3 premières places, donc la montée directe est encore en ligne de mire. Est-ce qu'il y a des regrets quand même, en repensant à cette saison, même si vous montez, et de très belle manière, la saison d'après? Est-ce qu'à la fin de la saison, il y a quand même un peu de frustration que ça se passe comme ça? Ouais, ça a été très frustrant puisque on devait rencontrer Lorient chez nous, on devait aller à Lens. Enfin, on avait les deux équipes qui étaient devant qu'on devait jouer. On devait jouer à Lens et on devait recevoir Lorient. Il restait, je crois, une dizaine de matchs. On était sur une série où on perdait plus. Et oui, quand ça s'est arrêté, on s'est dit, oh ouais, ben oui, c'était très frustrant. Et puis notamment le fait aussi que Lorient et Lens montent comme ça, sans finir le championnat. Même si je respecte le choix, bien sûr, de la Ligue. Et puis ils étaient premiers et deuxièmes. Et ben, il fallait que nous, on soit là et on ne l'a pas été. Pour autant, je pense que c'est ce qui a endurci vraiment ce groupe pour l'année d'après. Puisqu'on savait on avait vraiment un groupe à peaufiner en faisant 4-5 retouches et en essayant de mettre quelque chose en place. On savait où on allait et on savait ce qu'il fallait par rapport à l'année d'avant et notamment l'année où on n'a pas pu monter. J'avais dit avec Louis, on avait travaillé sur l'effectif. On perdait Kiki Kouyaté, mais on savait que derrière, on savait comment il fallait y aller, on savait qu'on pouvait le faire. Et je pense que les joueurs le savaient aussi. Et à partir du moment où les joueurs savaient qu'ils étaient bien placés, on ne pouvait plus descendre de niveau. Quand je suis revenu après l'année du Covid, je leur ai dit, mais les gars, cette année, l'objectif, c'est pas d'être de jouer les barrages, c'est la montée. C'est-à-dire que vu ce que vous avez fait là, on ne peut pas se permettre à un moment donné d'arriver et de dire on va jouer les barrages. On était quatrième à 10 matchs de la fin. On a un groupe qui ne va pas beaucoup changer. On a un groupe qu'on va améliorer. Et à partir de ce moment-là, ben, on doit monter. Voilà. Et même si on se met une forme de pression, mais on ne peut pas non plus à un certain moment se dire ah ben non, on va être dans les 8 premiers, on verra après ce qui se passera. Et je crois que ce discours-là d'entrée, on s'est mis la pression nous aussi, le staff, et on a mis un peu la pression sur les joueurs, mais je pense que les joueurs se sont mis un peu cette pression-là aussi pour pouvoir se dire ah ouais, mais vu ce qu'on a fait, pourquoi pas quoi. Maintenant, il faut y aller. Ça a permis d'avoir des fondations solides, justement, Ouais. et on le disait, ça a fonctionné pour l'année d'après. Avant de parler justement de cette saison très réussie, j'avais, une question qui touche un peu au mercato. Quand on voit tes 11 de l'époque, on voit qu'il y avait des joueurs que tu as retrouvés aussi à Saint-Étienne, par la suite, que ce soit, Chambos que tu connaissais de la réserve à l'époque, et que tu as ramené, à l'Estac. Mais il y a aussi eu, Giraudon et puis Tardieu également qui est dans cette équipe de Saint-Étienne cette année, tout comme Chambost. C'est important pour toi d'avoir des hommes un peu de base dans ton équipe, ou c'était les opportunités de marché à ce moment-là qui ont fait que ça s'est passé comme ça? Bah déjà, ça a été des opportunités de marché.
Parce que quand je suis arrivé à Saint-Étienne, en gros, notamment la première année, il y a eu quand même 17 départs. Il fallait plus ou moins attendre de vendre pas mal de joueurs pour pouvoir recruter. Enfin, ça a été très particulier à l'intersaison et notamment la première année. Et puis, non, après, ce qui s'est passé surtout, c'est que quand je suis arrivé à Saint-Étienne, j'avais regardé, on avait analysé notamment à 3 comment il fallait faire pour monter, puisque j'avais demandé à mon staff l'année après justement le Covid, j'avais dit comment on fait pour monter, comment les équipes elles font pour monter. Et en fait, on s'était rendu compte que malgré tout, souvent c'est les mêmes joueurs qui montent. Et donc j'avais dit, quand je suis arrivé à Saint-Étienne, j'avais dit avec des opportunités bien sûr de marché. J'avais Dylan était libre, Jimmy était libre et Briançon était libre. Pour moi, en fait, pour pouvoir à un moment donné monter, on s'était dit il faut prendre les joueurs qui ont connu déjà des montées. Et en fait, quand je suis arrivé, que j'ai parlé avec Loïc, avec Jeff Soukas et Samuel Rustem, j'ai dit on a un projet sur 2 ans, ok, il faut reconstruire une équipe, ok. Mais à un certain moment, ce qui est important, c'est de prendre des joueurs qui ont déjà connu ces montées-là, parce que monter, c'est pas facile. Monter, il faut tenir sur toute la saison, et notamment un club comme Saint-Étienne. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai eu ces opportunités, quand on a été chercher Thomas Monconduit, il était monté avec Amiens. On a été, en fait, tout ce fonctionnement-là, il a été fait un peu là-dedans. C'est-à-dire que on s'était rendu compte que c'était important. Apia était monté aussi, je crois, avec Monaco. En fait, après, on a créé un effectif qui vous permettait, alors peut-être pas les 6 premiers mois, parce que les 6 premiers mois, quand il faut déjà attendre de savoir qui part pas. Bon. Mais après, on savait qu'au bout du bout, Cafaro, je crois, était monté avec Reims. Donc en fait, il fallait absolument. Le fonctionnement, c'était de se dire, on a travaillé avec mon staff à 3 sur comment on fait pour monter, et on s'était rendu compte que plus tu as de joueurs quand même expérimentés à ce niveau-là, plus c'est facile. L'Arseneur était monté avec Brest, voilà. Et en fait, on a essayé de monter un effectif en gardant certains, en essayant d'avoir aussi un petit peu de la formation, mais des joueurs qui aujourd'hui avaient connu ce fonctionnement-là et qui avaient connu en fait la difficulté plus ou moins de ce championnat-là aussi, parce que c'est un championnat qui est long, qui est très homogène et qui n'est pas si facile que ça à maîtriser. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on avait fait ces opportunités et qu'on avait fait ce recrutement comme ça. Très bien, très bien. Que les fans stéphanois ne s'inquiètent pas, on va parler vraiment en profondeur de Saint-Étienne juste après. Et là, pour revenir sur les stacks, ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça se reflète aussi, je trouve, dans le mercato estival 2019-2020 de l'Estac, où il y a justement des joueurs comme Florian Tardieu, tu l'as dit, qui arrivent. Qui a été de nouveau impliqué dans une montée cette année. Des joueurs comme Maxime Barthelmé qui a l'habitude aujourd'hui de jouer les premiers rôles avec Guingamp, Gauthier Gallon qui est à Rennes, donc qui est en Ligue 1 maintenant, Dylan Chambos. On avait été chercher Tristan Dengomé aussi, qui avait connu aussi des grosses saisons, notamment pour monter en Ligue 1. Il était monté avec Reims. Il y avait eu et on a été chercher beaucoup de choses en fait. Le fonctionnement, il était d'aller de prendre des joueurs à la fois qui étaient des joueurs qui étaient très importants dans la Ligue 2. Quand on va chercher Dylan Saint-Louis et Ali Manigori, on sait que c'est des joueurs. Ali Manigori avec Le Havre, il avait fait des saisons à 10-12 buts. Et en fait, c'était important de mettre des joueurs à stats. C'est-à-dire que Saint-Louis, il avait mis avec le Paris FC 6-7 buts et 5-6 passes décisives. Et Ali Manigori, pareil. Et quand on va les chercher, on sait que déjà ça représente quelque chose, tout en sachant qu'on avait tous gars à 17 buts chaque année. Donc en fait, vous avez déjà dans le domaine offensif, vous savez où vous pouvez aller. Et en fait, ce fonctionnement-là, il était fait, mais tout était calculé. Il y a eu une grosse recherche. Il y a eu, un jour quand on était à la fin du championnat, notamment quand il y a eu le Covid, on ne savait pas trop comment ça allait se situer. On reprend pas. Bon. Et à un moment donné, je leur ai dit, les gars, il faut qu'on travaille pendant les 3 mois. Parce que si on ne monte pas, il faut savoir comment on monte. Et vous me faites un dossier chacun, comment on monte, avec le nombre de coups de pied arrêtés pris, le nombre de points pris, tout ça, et savoir quel joueur il faut, à quel poste. Et en fait, à un certain moment, on s'est rendu compte qu'il nous fallait ça, que certains postes on avait, certains postes on n'avait pas. Et donc, on a grandi un petit peu comme ça. Ok, donc toi, à ce moment-là, tu étais quand même déjà
pleinement impliqué sur le mercato de l'Estac, avec forcément ton mot à dire aussi sur les recrues qui venaient. Oui, mais après on vous donne, en fait, vous dites à votre directeur sportif, voilà, je recherche ce profil de joueur. Après, il vous en propose, et après, on re-regarde. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, ça on peut pas, ça c'est trop cher, ça c'est pas trop cher. Voilà, après, ça c'est un fonctionnement. Mais malgré tout, déjà d'avoir les bases, de savoir comment on fait pour pouvoir monter, c'était très important. Le fait aussi d'avoir des équipes qui avaient la possession, des équipes qui jouaient dans le camp adverse. En fait, tout a été analysé. C'est quelque chose qui, obligatoirement, on a une vue dessus. Ça, c'est logique, en fait. Vous êtes obligé à un moment donné. Après, vous demandez des profils, on vous choisit des profils, et après, vous acceptez ou pas les profils. Bon, mais après, c'est surtout. Après, financièrement, vous décidez pas de tout non plus. Hein. Mais voilà, au niveau des profils que tu voulais, que les Stacks voulaient, même qu'ensuite Saint-Etienne voulait, ce sur quoi vous étiez mis d'accord, il y avait cette volonté d'avoir des joueurs estampillés de cette capacité à monter en Ligue 1 qui l'ont déjà fait par le passé. C'est exactement ce qu'on a essayé de construire. Après, des fois, vous pouvez faire des choses, vous ne pouvez pas en faire. Et puis après, il y a des joueurs qui partent, il y a des joueurs qui ne partent pas. Il y a des joueurs que. Voilà. En fait, à 3, c'était différent. Parce qu'à 3, en gros, je suis arrivé, on était, je crois, à la reprise, on était 13 ou 14. Donc après, vous amenez vos joueurs que vous voulez. À Saint-Etienne, en fait, quand je suis arrivé, il y avait encore du monde, mais tout le monde est parti presque que fin août. Donc le fonctionnement est totalement différent. Vous devez attendre plus ou moins que tout le monde s'en aille pour pouvoir recréer quelque chose. Et tout ça, ça n'a pas été si évident que ça. Ça a été plus facile, notamment, à créer un groupe sur la deuxième partie de saison et notamment sur l'intersaison après de cette année. J'avais une question sur la méthodologie. Quand 3 est monté en Ligue 1, est-ce que du coup, cet été-là, vous vous êtes mis dans la même logique à chercher des joueurs spécialistes du maintien? Oui, ben, c'est ce qu'on a été chercher. On a été chercher Renaud Ripard, on a été chercher Chavalrin, on a été chercher Mama Baldé, des joueurs qui avaient joué à la fois qui avaient des grosses qualités, bien sûr, individuelles de joueurs, mais à la fois aussi des joueurs qui avaient la capacité de se dire on sait comment on joue le maintien. Et ça, c'était très important. Parce qu'aujourd'hui, connaître le championnat presque par cœur, alors peut-être Mama Baldé, c'était un peu différent, parce que lui, il était encore un petit peu plus jeune, mais Chavalrin, Ripard, c'était des joueurs qui étaient rompus aux joutes de la Ligue 1. Et ça, en fait, il fallait absolument en avoir dans ton effectif pour pouvoir prétendre après se maintenir et être un petit peu aussi des joueurs qui, par rapport aux joueurs qui étaient montés en Ligue 2, d'amener encore plus d'expérience. Justement, sur cette montée en Ligue 1, alors il y a cette deuxième saison en Ligue 2 qui est très aboutie, voilà, 2,03 de moyenne de points, outre la première place, c'est quand même impressionnant, ça dénote d'une certaine domination, et puis vous restez premier de la 18e à la 38e journée, avec, tu l'as dit, un style de jeu, voilà, d'équipe joueuse, qui a vraiment des principes de possession, qui veut faire mal à l'équipe adverse. À quel point c'est compliqué pour toi ensuite de passer sur la Ligue 1 où tu le disais un peu en préambule, tu as dû aussi t'adapter et adopter une philosophie de jeu un peu différente justement dans l'optique d'aller chercher ce maintien? Tout simplement, je vais te dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le premier match amical que je fais avec mon groupe de Ligue 2, quand on est monté en Ligue 1, on joue contre Angers, qui était une équipe, parce que je voulais absolument tomber contre des équipes sur les matchs amicaux, des équipes rompues à la Ligue 1. Et on a pris 5-1 au premier match en jouant de la même façon qu'on jouait en Ligue 2. Et je me suis dit, là, à la sortie du match, j'ai vu le staff, j'ai dit, les gars, si on fait ça toute l'année, on ne va pas faire à long feu. Et donc, après, on a revu un petit peu notre façon de jouer. Et notamment, en fait, on était plus, notamment sur certaines équipes qui étaient vraiment au-dessus de nous. On était plus sur un 5-4-1 avec des principes de jeu un petit peu plus défensifs, même en essayant malgré tout de jouer de derrière et d'imposer quelque chose offensivement à l'adversaire. Mais par contre, défensivement, de rester beaucoup plus en bloc, quoi. Parce que ce que je voulais imposer en Ligue 2, notamment aller chercher les latéraux en face, aller chercher à faire un gros pressing d'entrée sur les centraux adverses et tout,
en Ligue 1, avec la qualité technique des joueurs, ça passe pas. Et ça peut passer contre des équipes qui sont à peu près du même niveau que toi, mais pas sur la première partie de championnat. Et donc, voilà, on s'était dit, bon, on va essayer d'imposer notre jeu, parce que moi, je voulais absolument imposer mon jeu, même si c'était en Ligue 1, je voulais imposer mon jeu. Mais par contre, défensivement, on avait mis un bloc beaucoup plus stable, en donnant beaucoup plus de repères défensifs que d'aller chercher, en fait, très haut. Parce qu'en allant chercher très haut, il faut avoir des joueurs pour pouvoir le faire. Et notamment, ce qu'a fait Tudor en fait à Marseille, notamment, c'était là-dedans où ils mettaient un pressing presque du 1 contre 1 un peu partout, tout ça. Mais ça, quand vous êtes Marseille, vous avez des joueurs à la fois qui ont ça et à la fois qui ont la qualité technique. Quand vous êtes à 3, c'est différent. Faut pas non plus faire n'importe quoi. Par contre, après, en termes de jeu, on avait des ressorties de balles et des fonctionnements, notamment au niveau tactique et technique, qui nous permettaient peut-être d'avoir de la possession aussi. C'est intéressant parce qu'on voit que tu as des idées bien définies de comment tu veux faire jouer tes équipes et comment tu les as fait jouer. Ça reste quand même essentiel d'avoir ce côté aussi pragmatique dans ce genre de situation en tant que coach pour faire quelques petits ajustements en fonction de la situation et du contexte de son club, de son équipe. Ouais, bien sûr. Moi après, ce qui était important pour moi, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, et notamment l'année où on est monté, c'était d'arriver par le et de faire en fait de donner de la confiance à tes joueurs, en leur disant voilà, le fonctionnement, c'est on va avoir des façons de ressortir en fonction de là où se situe le ballon, en fonction de ce que met en place l'adversaire. Pour autant, c'était aussi je voulais pas subir, en fait, je voulais pas tout le temps subir. Parce que j'avais vécu des mois dans ma carrière avec des équipes où quand tu joues le maintien et que tu fais que subir, l'année où j'étais à Grenoble et que on est descendu en Ligue 2, tous les matchs, on se disait, bon, allez, c'est bon, on va encore charger. Et à un moment donné, ça, en fait, c'est pas le but. Et on s'est rendu compte que même à Grenoble, l'année où on est descendu, à un moment donné, on savait presque qu'on allait descendre et on s'est dit, bon, maintenant, on va se mettre à jouer. Et c'est là où on a pris plus de points. Parce que tu joues avec moins de pression. Et en fait, c'est ça qu'il faut arriver à faire passer aux joueurs, c'est essayer de leur dire, voilà, on va essayer de mettre en place des choses. On va essayer de voir comment l'équipe adverse, on peut la mettre en difficulté. Et surtout imposer quelque chose malgré tout. Après, défensivement, vous restez en bloc, haut, moyen, bas. Ça, c'est à vous à l'imposer ou pas en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Je trouve ça intéressant parce que ça permet de nuancer aussi parfois pour les observateurs extérieurs, même pour les supporters qui comprennent pas forcément pourquoi les équipes n'arrivent pas en Ligue 1 avec une philosophie de jeu très offensive et puis la volonté de dérouler le même jeu qu'en Ligue 2, c'est pas forcément c'est aussi facile. Non, mais en fait, c'est pas. Et puis quand vous tombez contre les gros du championnat, faut pas croire. À un moment donné, aujourd'hui, il y a des équipes qui sont rompues à la Coupe d'Europe, qui sont rompues à ces joutes-là et qui aujourd'hui. Ils travaillent aussi le pressing de l'équipe adverse. Vous avez des grosses équipes qui vous mettent énormément de pression, mais ils sont capables, par le biais d'une passe ou par le biais d'une qualité d'un joueur, de pouvoir mettre en déséquilibre toute l'équipe adverse. Donc en fait, c'est bien et c'est pas bien à la fois. Mais moi aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se dire si tu n'as pas les moyens d'eux, fais ce que tu sais faire et après, reste en place et vois comment tu peux récupérer le ballon de façon cohérente pour après, toi, mettre en difficulté l'équipe adverse. Toi, sur cette saison en Ligue 1, tu fais la phase aller avant de partir de l'Estac. Quand tu pars, l'Estac est en course pour le maintien encore avec un bas de tableau qui est serré. Ouais, mais je suis parti pour des raisons qui n'étaient pas des raisons footballistiques. Ok, c'est la question que j'allais te poser, s'il y avait de la frustration à ce niveau-là, ou Non, est-ce que c'est un départ naturel? Non, c'était pas de la frustration parce que quand je pars de 3, malheureusement, en fait, je pars parce que ça a été racheté par le groupe City et qu'à un certain moment, le groupe City avait une autre façon de voir les choses que moi, notamment surtout au niveau du recrutement. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est pour ça que ça s'est arrêté. Mais c'était pas sur l'aspect sportif en soi. On n'a jamais parlé sur l'aspect sportif.
mais c'était plus sur un certain fonctionnement de recrutement que j'avais vécu aussi l'été d'avant. Et donc, d'un commun accord, on s'était dit, bon, ben, on va pas refaire la même chose au mois de décembre, mais voilà, c'était pas sur l'aspect des résultats, puisqu'on était pas mal placé, on était quand même plaisant à avoir joué. Donc en fait, c'était pas je suis pas parti pour des raisons sportives. Sans dire que Batles fait du Guardiola, on se dit pourtant que vu les principes de jeu que City veut appliquer au club de son groupe justement, ça aurait pu peut-être t'intéresser, même s'il n'y avait justement pas eu ces contraintes au niveau du recrutement, non? Oui, mais en fait, le problème aujourd'hui, il ne faut pas croire, jouer comme le City Football Club, enfin un football groupe, et mettre en place ça, et notamment jouer comme joue City, si vous n'avez pas les joueurs de City, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'à un moment donné, vous avez les meilleurs joueurs au monde à chaque poste. Donc, et c'est pas évident hein, de mettre en place ça. Après, il est vrai qu'il y avait des choses très intéressantes parce qu'on avait l'opportunité à Troyes d'avoir accès à une en fait plus ou moins enfin ils ont une je sais pas comment vous dire, une documentation. Ouais, il y a une documentation, mais en fait, vous avez le droit avec toutes les parties prenantes en fait du club. Il y avait des datas extraordinaires, il y avait des vidéos extraordinaires. En fait, on avait en fait un site plus ou moins qui était dédié à pouvoir regarder ce qui se passait, comment ça se passait. Et ça, c'est très intéressant parce que de jouer comme City, c'est impossible. Par contre, à un moment donné, de regarder, de savoir pour quelles raisons il faisait ça, pour quelles raisons il faisait ça, oui, ça c'est. Il y avait on avait des fois la capacité à pouvoir regarder aussi certains entraînements et notamment ce qu'ils mettaient en place. Donc en fait, même si on n'avait pas la teneur des entraînements, mais après, tu essayes de te dire, ah, il faisait ce jeu-là comme ça, ou il faisait ça comme ça. Et après, tu te l'appropries pour toi. Mais ça, c'était très bien. Après, franchement, ça a été très intéressant. Puis c'était intéressant de parler avec ces gens-là. C'était des gens de haut niveau. Pour autant, après, mettre en place le football du City Group à 3, moi, je leur avais dit, c'est difficile quand vous n'avez pas les joueurs pour pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, oui, ressortir à 3, avoir un voire deux joueurs défensifs, des joueurs très écartés, un joueur d'axe, oui, bien sûr que c'est toujours intéressant. Maintenant, le problème, c'est que vous avez à la fois la qualité individuelle et la qualité individuelle à la fois athlétique, tactique et mentale. Parce que la réflexion qu'il faut avoir pour pouvoir mettre en place ce football-là, il est très important aussi. Et donc, si vous n'avez jamais le ballon, vous ne pouvez pas mettre en place le football du City Group. C'est pas possible, en fait. Et en Ligue 1, vous jouez Paris, vous n'avez pas le ballon. Donc, en fait, en soi, contre 10 équipes du championnat, des fois, vous n'avez pas trop le ballon. Donc, en fait, c'est pas si facile que ça. Pour autant, c'est très, très intéressant de voir ce qu'ils sont capables de faire et comment ils le mettent en place. Et puis, au City Football Group, il y a aussi une logique de développement de jeunes joueurs qui n'est pas tout à fait compatible avec l'expérience que vous aviez évoquée tout à l'heure, par exemple. C'est une très très belle remarque, une très bonne remarque, parce que quand en fait c'est pas que ça peut pas se faire. Sauf qu'à un moment donné, il faut avoir des curseurs très très hauts. C'est-à-dire que moi, en fait, quand ils m'ont envoyé Caboret, qui est parti après à Marseille et qui, je crois, est parti après en Angleterre, en fait, ça c'est pas dérangeant. Quand vous avez des top joueurs qui sont capables de faire en Ligue 1 des gros matchs, le curseur, c'est pas grave d'avoir des jeunes joueurs. Vous mettez quelques joueurs expérimentés à côté et tout ça, c'est pas grave. Pour autant, tu peux pas mettre que des jeunes et pour autant aussi, il faut avoir un curseur Ligue 1 qui, à un certain moment, avec Biancone, on l'a eu, avec Caboret, on l'a eu, mais avec d'autres, on l'a pas eu. Et ça, malheureusement, voilà, c'est difficile parce qu'il fallait appréhender aussi le niveau de la Ligue 1.
Parce que quand on est monté, en fait, 3 est arrivé, c'était tout neuf. Le City Football Group, ils sont arrivés au mois de octobre ou novembre de l'année où on est monté, nous, en Ligue 1. Donc après, quand on est monté, ben, il fallait s'approprier en fait la Ligue 1. Et s'approprier la Ligue 1, c'est pas si évident que ça quand tu sais pas ce que ça représente. Donc on a eu certains moyens, on n'en a pas eu d'autres. Mais le curseur plus ou moins du niveau des joueurs pour pouvoir jouer en Ligue 1, et notamment des jeunes joueurs, ben ça, moi j'en ai beaucoup parlé avec eux et je leur avais dit que Caboret pour moi c'était et Biancone, en fait, les deux, qui c'était des jeunes joueurs, mais aujourd'hui, il fallait pas avoir un curseur plus bas, parce qu'autrement, ça passait pas. Ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, ça se reflète malheureusement dans l'actualité de l'Estac. On t'a vu, il me semble avoir un message, sur les réseaux sociaux pour l'Estac, pour les supporters. Est-ce que Pour les toi, cette supporters, double pour le club et pour tout le monde, parce pour que tout le monde, pour voilà, l'entourage du club, ouais. est-ce Parce que est-ce que toi, c'est même quelque la chose mairie, même tout le monde, je sais la ville, elle vit aussi elle vit aussi autour du club, donc je sais ce que ça représentait pour eux là-bas. toi, c'est quelque chose que tu voyais venir quand même, cette double descente, ou c'était compliqué, Non, quand même à anticiper? non, c'était compliqué d'anticiper parce qu'en plus, quand je suis parti, ben, en fait, après, ils se sont maintenus, après, ils sont descendus. Bon, voilà. Pour autant, après, je me disais, voilà, ils sont descendus, ils vont retomber dans un fonctionnement un peu plus normal, où ils auront la capacité à la fois financière et à la fois de pouvoir faire une équipe cohérente et peut-être dans 3 4 5 ans remonter. Enfin, je ne sais pas comment ça se serait passé. Maintenant, de là à se dire qu'ils allaient descendre 2 fois d'affilée, non, c'est quand même, c'était pas, enfin pour moi, en plus avec l'équipe qu'ils avaient et avec les joueurs qui étaient encore en place, je m'étais dit bon quand même ça aurait été compliqué, mais des fois dans des saisons vous savez pas pourquoi vous vous retrouvez là et ça rien ne s'enchaîne comme il faut. Je pense que je parle pour tout le monde quand je dis que la majorité des gens ne s'y attendaient pas, et on souhaite forcément à l'Estac de rebondir le plus rapidement possible. On a beaucoup parlé de Troyes, et tu l'as dit, il y a un autre club dans ta carrière de coach qui compte énormément pour toi, c'est Saint-Étienne. Moi, ça m'intéressait tu nous as parlé un peu du contexte de ton arrivée à l'Estac, de savoir, pour commencer, comment elle s'est organisée ton arrivée, à Saint-Étienne, ton retour au final dans un club qui compte énormément pour toi? Bah, ça s'est passé totalement naturellement, c'est-à-dire qu'en gros j'étais sur Saint-Étienne chez moi, le club descend. Puis 2 jours après, en fait, que le club descende, Loïc, avec qui j'ai joué, et Jeff Soukas, avec qui j'étais au centre de formation, m'appellent en me disant, écoute, on voudrait te rencontrer. Est-ce que ça t'intéresserait de venir entraîner la SSE? Donc, quand vous êtes là, que vous avez vécu dans ce club, et puis moi, je m'étais dit, bon, voilà, je tente le coup, même si je savais très bien que ça allait être compliqué, notamment après la descente parce que il y a eu un gros traumatisme dans la ville et notamment aussi tout ce qui s'était passé à la télé. Donc on pouvait pas ignorer et ne pas voir tout ce qui s'était passé. Voilà, maintenant après ça s'est fait totalement naturellement et j'ai presque dit oui de suite. Ça a été totalement logique pour moi. Ouais, tu dis oui directement, tu l'as dit avec un contexte, pas facile. Tu me disais qu'il y avait pas eu, spécialement de pression pour les stacks. Il y en a pas eu spécialement non plus pour toi, pour Saint-Étienne? Non, non, Non non. plus? Ça me paraissait naturel de revenir là où j'étais. Mes amis, tous mes amis à Saint-Étienne étaient supporters. Aujourd'hui, tout le monde est supporter à Saint-Étienne. De toute façon, si je l'avais pas fait, je l'aurais regretté. Et puis, je voulais entraîner ce club. Donc, voilà, je savais que ça allait être compliqué. Je savais que la première année allait être compliquée au vu de ce que j'avais vécu, notamment à Troyes, et de ce championnat. Je savais que ça allait être dur, mais notamment aussi par rapport au fonctionnement de tous les départs, de beaucoup de choses qui rentraient en compte. Voilà, je savais que ça allait être compliqué. Ça a été plus que ce que je pensais, puisqu'à la trêve, quand même, malgré tout, il faut savoir quand même que je suis arrivé avec moins de 3 points, 4 matchs à huis clos, et les mecs qui sont partis au 31 août. Donc, en gros, ben, vous commencez avec des joueurs que vous savez qui ne vont pas être avec vous toute la saison. Et vous faites 3 matchs nuls sur les 5 premiers matchs, donc vous êtes à 0 points, quoi. Vous avez commencé le championnat le 31 août, alors qu'il y en a qui ont déjà je sais pas combien de points, vous êtes à 0. Donc c'est pas, voilà, c'est pas évident.
pas évident à mettre en place. À la trêve, vous avez 7 points, vous êtes plus ou moins dernier. Donc voilà, c'est dans ces moments-là où on s'est battu, on a fait un recrutement et le club a fait un recrutement assez judicieux. Mais c'était normal en fait pour moi, ça me paraissait logique d'entraîner ce club-là. Et même dans la difficulté, et même ce qui s'est passé aujourd'hui, je regrette en rien du fait d'avoir entraîné ce club. Tu me permets de transitionner, c'est parfait. Le contexte, voilà, ton arrivée est vraiment, vraiment difficile dans le sens où, voilà, Saint-Étienne ne peut pas compter sur Geoffroy Guichard sur les premiers matchs. Je crois que c'est le premier match, c'est contre Grenoble, il me semble, en fin septembre, où Ouais, les supporters reviennent. ouais, Il y a cette série de matchs sans victoire avec ce match un peu hors du temps contre Le Havre où il y a cette ouais, défaite, 6-0, 3 cartons rouges. Comment tu ouais. trouves les ressorts, toi, pour rebondir, à ce moment-là avec la SSE? Ouais, franchement, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce que je pense que en fait, à l'époque, personne n'avait pris encore la mesure, je pense, du championnat et la mesure de ce que représentait la Ligue 2. Je pense qu'aussi jouer contre Saint-Étienne et battre Saint-Étienne, enfin, vous voyez, c'est un peu comme Bordeaux aujourd'hui, ça représente énormément de choses. Et, et en soi, ben, les ressorts, c'était juste de se dire, ben, il faut s'accrocher, il faut travailler, on va trouver les moyens. Il y a des joueurs qui vont partir, il y a des joueurs qui vont arriver. Il faut être costaud. La seule chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu la Coupe du Monde au milieu. Et comme il y a eu la Coupe du Monde au milieu, ça m'a fait un mois et demi de coupure. Donc on a pu travailler, on a pu remettre la tête à l'endroit de certains sans vraiment avoir la pression des résultats et la pression en fait des matchs. Et ça, en fait, je pense que si je l'avais pas eu, ou si on l'avait pas eu, je sais pas si si ça s'est passé de la même façon. Malgré tout, la coupure de la Coupe du Monde a cassé un petit peu cette. Ben, des fois, vous savez, quand vous faites des matchs, et quand vous allez à la trêve internationale, vous dites ah ouais, mince, il y a la trêve internationale, c'est chiant parce que je suis sur des bons résultats et ça vous coupe un peu dans l'élan. Et en fait, là, c'est pareil, ça nous avait permis voilà, de laver un petit peu les têtes. On était parti, on avait fait d'autres choses pour pouvoir se dire bon, on va prendre le temps pour nous, on va repartir de zéro. On a retravaillé aussi sur l'effectif, on a retravaillé sur les vidéos, on a retravaillé avec les joueurs. Et ça nous a permis, après, sur la deuxième partie de saison, de faire une deuxième partie de saison totalement presque irréelle, parce qu'on perd deux matchs sur la deuxième partie. On finit avec 61 buts, alors que ça, c'était du jamais vu. Enfin, voilà, on a fait des choses. Après, on a pris beaucoup de buts, mais le problème, comme j'expliquais, c'est que quand vous avez 7 points à la trêve, vous êtes entraîneur, il faut aller chercher le maintien. Et on s'est dit, et donc je dis quoi? Je dis à mes joueurs, écoutez, on va tous rester derrière et on attend de voir ce qui se passe. Et non, j'ai dit, moi, tant pis, on y va, on tente le coup, on va presser, on va haut, on met des buts, on en prendra sûrement, mais si on en met même de plus que l'adversaire, il faut prendre des points. Et en fait, on a enchaîné beaucoup de résultats. Et en allant chercher ces points-là, ça nous a permis d'être sixième à la fin du championnat avec moins 3 points et tout ce qui s'était passé tout au long de l'année. Oui, parce qu'au final, avec la trêve Coupe du Monde, au lieu d'être sur une trêve hivernale qui arrive à la moitié du mois de décembre, on est sur une trêve qui arrive le 12 novembre, au soir du 12 novembre. Ça permet de Ouais, c'est ça. couper quand même un peu cette dynamique où voilà, Saint-Étienne est lanterne rouge et de pouvoir travailler un peu plus, pas sereinement parce que c'est des conditions compliquées, mais pouvoir se relancer plus rapidement. Ouais, puis vous avez tous les. En fait, le fonctionnement des matchs n'arrive plus, donc vous avez plus cette pression-là. Vous avez plus les conférences de presse où tout le monde vous rappelle alors vous êtes dernier. Là, en fait, à un certain moment, vous rentrez dans un fonctionnement beaucoup plus normal, beaucoup plus lisse. Vous pouvez prendre le temps de parler avec vos joueurs. Vous pouvez prendre le temps de leur dire bon, ben voilà, il y a des joueurs qui vont arriver cet hiver, on va partir sur ça, on va partir sur ça. Oh, il nous a manqué ça. Là, c'est suffisant, là, c'est pas suffisant. Voilà. Ça. En fait, ça a été une trêve qui était quand même salvatrice au niveau de notre fonctionnement cette année-là. Ouais. Et en plus, pendant le mercato hivernal, vous enregistrez quand même des recrues qui vont faire au final beaucoup de bien. Avec l'arrivée de l'Arseneur, voilà, de Charbonnier, même de Denis Sapia, de Nielsen Kunku. C'était important ça aussi pour toi d'avoir ces renforts pour relancer aussi une dynamique avec des têtes peut-être un peu plus fraîches qui n'avaient pas forcément vécu cette phase allée compliquée. En fait, c'était totalement ça. C'est
ce que tu dis, c'est totalement vrai. En fait, on s'était dit, il faut absolument prendre des joueurs déjà qui veulent venir, parce que venir dans cette situation-là, pas facile. Deuxièmement, c'était des mecs, il fallait aussi qu'ils connaissent le championnat par cœur et des mecs qui sont capables de faire des différences rapidement et de tenir un vestiaire. Parce qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de joueurs qui tenaient le vestiaire. Pour autant, quand vous n'avez pas de résultats, la légitimité des mecs, elle est remise de temps en temps en cause. Là, vous arrivez, il y a des mecs qui performent, il y a des mecs trucs, puis vous avez des résultats, dont les autres, ça les rebooste. Voilà, et en fait, vous recréez quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que Gauthier Larsonneur, on l'a vu encore avec une saison exceptionnelle avec Saint-Etienne, il me semble 19 clean sheets sur la saison. Nielsen Nkunku qui, en tant que, on évoquait ton amour pour les pistons, là en l'occurrence c'est un piston qui, qui a presque des stats d'attaquant au moment de la phase retour, donc c'est des joueurs qui font énormément de différence. Tu l'as dit, qui permettent à Saint-Etienne de faire une série exceptionnelle et de finir dans la première partie de tableau, plus proche au final de la montée que de la zone rouge. Cette dynamique, en vue de la saison d'après, quand on voit que Saint-Etienne monte en plus maintenant, elle était vraiment importante selon toi? Ouais, en fait, après, on finit la saison en trombe. Et franchement, même l'arrivée de Kader Bamba et tout ça, même s'il a été blessé, ça nous a fait énormément de bien parce que Kader avait un niveau technique pour notamment la Ligue 2 qui était vraiment au-dessus de la moyenne. Et en fait, on a rentré vraiment cette année-là vraiment de bons joueurs parce que Charbot se blesse rapidement, donc on l'a pas. Mais malgré tout, on arrive à recréer quelque chose avec un fonctionnement d'équipe. Et au lieu de jouer presque comme je jouais en losange au milieu, on a joué plus avec un carré au milieu qu'avec un losange. Parce qu'en fait, c'était plus approprié aux joueurs que j'avais. Et en fait, parce que en fait, le fonctionnement du losange ou du carré, il change totalement. Même si je ne vais pas vous donner plus ou moins comment je joue et ce que je fais. Mais en fait, vous avez obligatoirement, si vous positionnez un losange sur un terrain, vous positionnez un carré, c'est peut-être pas les mêmes joueurs qui jouent parce que vous avez des joueurs qui sont plus relayeurs que d'autres, vous avez des joueurs qui sont plus offensifs que d'autres, ou inversement. Mais pour autant, quand on a joué comme ça, on a énormément performé parce que les joueurs qui jouaient dans cette valeur offensive, au fait, étaient au-dessus. Et ça nous a permis de pouvoir prétendre faire des gros résultats. Et maintenant, de là après, à se dire que ça a positionné l'équipe de l'année d'après de la même façon, je ne pense pas parce qu'on a eu des pertes très importantes. Et les pertes importantes ont été quand même Jean-Philippe Crasso quand même, qui avait surfé sur la Ligue 2, Nielsen Nkunku qui avait surfé sur la Ligue 2, Kader était parti. Et dans le domaine offensif, en fait, on avait quand même perdu pas mal de choses. Et puis Wadji aussi qui s'est pété toute la saison. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées en compte parce que malgré tout, Ibra c'est quelqu'un qui est un peu comme Tousgar, qui a une profondeur énorme dans le jeu. Et en fait, c'est pas la peine de lui demander de. C'est un peu comme Yo que j'avais à 3, c'est pas la peine de lui demander de faire partie en fait du jeu en lui-même. Mais par contre, ça fait reculer les équipes adverses et ça donne la possibilité au milieu, et notamment peut-être à tes deux numéros 10 ou à ton losange, de pouvoir avoir plus d'espace dans l'entrejeu. Parce que lui, il fait reculer la défense adverse parce que c'est un joueur d'appel, c'est un joueur de profondeur. Et en fait, Yo Tousgar était dans le même cadre que lui. Quand vous jouez avec ces joueurs-là, ça vous donne d'autres espaces et ça crée des espaces autre part. Donc, je ne sais pas si en fait, je sais que ça a permis la première année de pouvoir surfer sur la deuxième année. Maintenant, la deuxième année, en fait, on n'a pas pu faire la même chose parce qu'on n'avait pas les mêmes joueurs. On a eu aussi la première partie de saison, on a eu des virus, on a eu des mecs avec des kilos en moins. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et par contre, après, on a enchaîné 10 matchs sans perdre, mais en changeant totalement de système. Parce que je ne pouvais pas jouer dans le même système. J'avais plus les joueurs pour. Et donc, on s'est dit, notamment à Caen, où je savais que Jean-Marc Furlan, que je connaissais bien, jouait d'une certaine façon. Et je me suis dit, on va partir en bloquant les couloirs parce qu'il fallait absolument qu'on prenne des points. Et ce match-là, on a eu Gauthier qui a été extraordinaire. Et derrière, on a gagné. Ça nous a lancé sur les 10 matchs sans perdre. Voilà, tout simplement. Mais c'était aussi parce que par rapport à l'effectif, qu'on parlait tout à l'heure en préambule, et notamment au début de l'intervention, c'est-à-dire que l'effectif n'était pas apte à un certain moment à pouvoir jouer dans le système que moi, je voulais mettre parce que j'avais des blessés, voire peut-être pas les joueurs pour quoi.
C'est intéressant que tu parles du mercato parce que moi, c'était vraiment ma question d'après. C'est vrai que perdre un joueur comme Jean-Philippe Crasso qui, outre les stats, c'est-à-dire 17 buts et 12 passes décisives, comme tu l'as dit, c'est vraiment surfer sur la Ligue 2, qui a un profil, d'attaquant vraiment, particulier, qui est comme tu l'as dit, qui est capable de décrocher, qui est capable de faire jouer ses partenaires, qui est un peu la pierre angulaire de ta ligne offensive, à ce moment-là. Et c'est vrai que Sissoko, c'est un très, très bon neuf, très, très bon finisseur. Mais au niveau du profil, on voit quand même une certaine différence. Toi, tu te le dis pendant cet été qu'il va falloir évoluer aussi dans ta manière d'animer ta ligne offensive. Bah, en fait, le fait de faire venir Ibra Sissoko est totalement différent après. Parce que Ibra est un joueur qui a d'autres qui en fait c'est un mixte entre Wadji et Crasso, mais sans vraiment être un joueur de profondeur et sans vraiment être un joueur d'interligne. Donc il faut faire avec, mais parce qu'à l'époque, en fait, quand JP nous dit qu'il s'en va, il fallait trouver des joueurs et en fait, Ibra sortait de Sochaux libre. Et donc, à un certain moment, le fait de sortir de Sochaux libre, ça nous permettait aussi d'avoir une bonne opportunité, d'avoir plus ou moins un attaquant qui connaissait la Ligue 2 et qui était performant en Ligue 2 et qui était un vrai buteur. Mais c'est une autre approche, en fait. C'est pour ça qu'après, il a fallu changer à un moment donné tactiquement. Et on voit en plus que voilà, sur ton aventure à Saint-Étienne, il y a vraiment une histoire de série. Alors on dit souvent que la Ligue 2 c'est un championnat de série, mais toi tu as connu vraiment des séries qui ont rythmé un peu ton passage à Saint-Étienne. Puisqu'après les 2 premières défaites des 2 premières journées, il y a quand même une série de 9 matchs sans défaite. Et on est surpris finalement, je pense, en tant qu'observateur, de voir les 5 défaites consécutives qui suivent. Comment toi tu l'expliquerais à ce moment-là? Bah, je l'explique parce que je me retrouve avec Gauthier qui se fait mal, en fait sur les avant le match d'Angers où on joue la deuxième place contre Angers, j'ai dans la semaine 5 blessés. Donc des mecs comme Batu Benfica, Iwadji qui se refait mal, l'Arseneur, et on a 5 blessés. Ben Taïk, je crois aussi, qui se fait mal. Donc, est-ce que c'est pour ça que derrière on a eu les défaites? Est-ce que c'est pour ça que je sais pas quoi vous dire. Je veux pas non plus tout assimiler au fait qu'il y ait eu des blessures. Mais malgré tout, quand vous perdez des joueurs importants à un certain moment, et notamment sur ces matchs-là, il y a ça, il y a peut-être aussi des choix que de toute façon, je ne peux pas tout mettre que sur l'aspect des blessures. C'est-à-dire qu'après, il y a aussi peut-être des choix que j'aurais peut-être dû faire différemment. Et puis même vous, au bout d'un moment, vous enchaînez 9 ou 10 matchs sans perdre, et puis d'un seul coup, vous perdez 5 matchs d'affilée, vous ne comprenez pas. Vous dites, mais pourquoi en fait? Alors que vous avez des fois, sur la fin, notamment contre Guingamp, quand on perd 3-1 le dernier match, j'ai presque la même équipe que j'avais 5 matchs avant. Mais en soi, vous avez Gauthier qui reprend et malheureusement qui avait fait qu'un entraînement avant de reprendre le match. Et lui, il me dit, je veux absolument jouer. Je dis, non, mais moi, tu peux pas jouer, tu vas te refaire mal. Non, non, mais je joue. Voilà, bon, après, je pense que l'explication, c'est à la fois peut-être, oui, c'est ces blessures, à la fois peut-être aussi peut-être des choix d'équipe. Enfin, je peux pas non plus ne pas me mettre dedans, parce qu'à un certain moment, ça serait trop facile. Mais des fois, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi ça se passe comme ça. Des fois, il n'y a rien qui se passe pour vous. Je me souviens, contre le Paris FC, ils ont 2 frappes dans le match, on perd 1-0. Après, on va à Amiens, on a 70% de possession, il y a une frappe dans le match et on perd 1-0. Et en fait, après, vous allez à Auxerre, vous en prenez 5, alors que vous êtes l'une des équipes du championnat qui est le plus costaud, parce que on prenait pas de but, et d'un seul coup, tu vas à Auxerre, tu en prends 5, quoi. Et tu te dis, mais, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et donc, voilà, c'est des périodes où il faut essayer de faire le dos rond. Maintenant, vous arrivez à le faire. Après, peut-être que les dirigeants, sur ce moment-là, ils n'ont pas fait de le rond.
Je vois, je vois, je vois. En tout cas, c'est très intéressant. Moi, une des une des dernières questions que je voulais te poser sur Saint-Étienne, même peut-être deux, trois questions, et puis après, Julien et Étienne, si vous en avez, n'hésitez pas. Ton successeur ensuite, Olivier Dalloglio, a beaucoup parlé de la nécessité de s'approprier aussi Geoffroy Guichard. Est-ce que tu dirais que toi, ça a joué un peu aussi parfois dans ces séries plus négatives, que tu sentais que tes joueurs étaient un peu plus en difficulté parfois à la maison quand ça allait moins bien? Moi, je sais pas si. Je sais que ce stade, de toute façon, il est fantastique et il peut l'être. Il peut l'être fantastique comme il peut être dur aussi. Parce que quand ça joue, moi j'ai joué aussi à Marseille et j'ai joué dans ce stade aussi. Quand ça va, bon, ben, c'est fantastique. Quand ça va moins, ben, c'est toujours pareil, c'est un peu plus compliqué. Pour autant, ils ont toujours été là, ils ont toujours poussé, voilà, ils ont toujours essayé d'aider les joueurs. De toute façon, pour faire une belle saison, il faut se servir malgré tout souvent de tes résultats à domicile et de tes stats à domicile. Il est vrai que, il est vrai qu'après, ben, vous savez à domicile comment ça se passe. Vous jouez contre des blocs bas, il y a des contres. Voilà, c'est un peu ce qui se passe et voilà, c'est jamais évident, mais c'est un lieu pour jouer au foot qui est fort en émotion et quand ça se passe, et on l'a vu sur la fin de saison, quand ça se passe très bien, je pense que tout joueur a envie de jouer dans ce stade-là, avec cette ambiance-là. Après, ça peut peut-être des fois annihiler, oui, en fonction des résultats. Et on l'a vu l'année où ils sont descendus aussi en Ligue 1, où des fois, c'est pas facile pour certains joueurs de pouvoir y jouer, même avec des joueurs d'expérience. Mais bon, je suis pas persuadé que sur ces périodes-là, c'est vraiment joué parce que ils ont été capables à un moment donné de faire des résultats. Est-ce que c'était pour ces raisons-là que derrière ils en ont fait moins? Je ne pense pas. Je pense que c'est à la fois, comme je vous disais, peut-être ces formes un petit peu ces blessures qui nous ont coûté très cher, un petit peu aussi des faits de jeu, un petit peu aussi des choix peut-être que j'aurais dû faire différemment. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et des fois, vous faites des choix, en fait, tout se passe bien, et puis des fois, vous en faites, et puis ça se passe moins bien. Voilà, ça fait partie du football. Au final, ouais, il y a plein de données qui rentrent en compte. C'est vrai que tout à l'heure, quand tu parlais du virus, ça m'a rappelé que vous aviez, pendant l'intersaison, que vous n'avez pas pu disputer votre dernier match amical avant d'affronter Grenoble parce Ouais, il y avait... ouais, ça a été terrible, en fait, parce que on a eu un virus où les mecs, ils perdaient. En fait, ils avaient perdu, il y en a un qui avait perdu jusqu'à 7 kilos. Et en son, derrière, en fait, on pensait qu'il était rétabli, mais il s'entraînait une fois, il ne pouvait pas. Et il y en avait 4 ou 5 qui étaient, voire 6 qui étaient comme ça. Et on ne savait plus quoi faire, on avait fait les analyses et tout ça. Et quand vous commencez le championnat et que vous en êtes là, ben voilà, c'est pas si évident que ça. Mais après, vous pouvez pas vous retrancher sur le fait des résultats parce que vous avez eu un virus. Le football, il est fait que tu joues tes matchs, tu dois les gagner, point barre. Et toi, au final, ton aventure avec Saint-Étienne en tant que coach s'arrête au soir de la 17e journée. Saint-Étienne est encore en course tout de même hein, pour voilà, jouer ses 5 premières places et on l'a vu. Euh, pour finir voilà, sur cette bonne note, on imagine que toi, tu es quand même très content en tant que voilà, qu'amoureux de Saint-Étienne. Et puis en plus, on a vu récemment Gauthier Larsonneur dans une interview donnée au Progrès dire qu'il était très triste de ton départ, que ça avait été compliqué de s'en remettre par les liens que tu gardes aussi avec ce groupe que tu connais très bien. On imagine que le dénouement te fait énormément plaisir. Ouais, ben, j'ai eu énormément de messages de mes anciens joueurs, notamment parce que je peux vous dire que il y a- la plupart des joueurs qui sont dans cet effectif aujourd'hui, j'ai fait des pieds et des mains pour les avoir, des fois malgré tout contre l'avis de beaucoup de monde. Et ils le savent. Et ce que bien sûr que je suis heureux que le club remonte. Je vis toujours à Saint-Étienne. Je suis heureux pour eux aussi parce qu'il y a des joueurs qui ont vécu aussi des moments pas faciles. Mais on a des liens avec certains qui seront à vie. Donc il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages. Et par le biais de votre interview aujourd'hui, ben, je leur renvoie la balle parce que c'est aussi grâce à eux que j'ai vécu des très bons moments en tant qu'entraîneur et des moins bons malgré tout, mais ça fait partie de la vie. Mais j'ai eu beaucoup de messages de eux, notamment aussi
par rapport à ce qu'on avait vécu sur la première partie de saison. Et ça, voilà, c'est toujours bien. Je le garde pour moi. Voilà, j'ai été très touché malgré tout par tous les messages de mes anciens joueurs qui ont pensé à moi. Ça se fait pas tout le temps non plus. Et moi, c'est vrai que en regardant le match du barrage et tout ça, j'ai regardé et c'est vrai que voilà, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Je pense que en gros, même si il y a eu un travail qui a été fait derrière, même tout ça, mais dans la construction de ce qu'on voulait mettre en place, on avait dit qu'on avait un objectif et je pense qu'on s'était pas si trompé que ça. Maintenant, il y a eu aussi un mercato hivernal qui a été quand même très intéressant du côté de Saint-Etienne. Et notamment chez un joueur que ça faisait un moment que je voulais qu'il lui aussi ait la montée avec Brest et que je voulais depuis un moment aussi récupérer parce que je savais qu'il avait les stats, mais qu'il ne pouvait pas ou voulait pas venir à un certain moment. Ok, donc t'aurais peut-être bien aimé pouvoir redémarrer l'année 2024 avec lui. Ouais, mais ça pouvait pas se faire parce qu'il y a des choses malgré tout dans le football où il y a des joueurs quand ils s'en vont d'un endroit, ils se disent ouais ben on va aller ailleurs, on va réussir là et puis en fait quand ils réussissent pas, ils se disent bon ben en fait je vais peut-être revoir ma copie et ça en fait ça dépend. Pour Nice, Nkunku ça avait été pareil et quand on appelle on vous dit à l'intersaison de l'été non mais on préfère avoir peut-être un club de Ligue 1, on préfère avoir ci, on préfère avoir là. Et puis en fait, quand ça joue un peu moins, après chez les joueurs, ils se disent ah ben en fait, comme je joue un peu moins, autant peut-être aller chez un club de Ligue 2 qui joue la montée, ça peut me permettre de me relancer. Et c'est pour ça que des fois, avec Loïc, avec Jeff, notamment avec Samuel Rustem, en appelant les joueurs, on les appelait aussi dans ce rôle-là, en leur disant écoutez, il y a eu une première partie compliquée, nous aussi, ou pas. Maintenant, si vous faites une deuxième partie intéressante, tout le monde est bénéfique. Et en fait, c'est ce qui se passe souvent. Moi, au niveau des questions que j'avais sur Saint-Etienne, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que Étienne ou Julien, vous aviez encore quelque chose en tête pour Laurent avant de pouvoir conclure? Non, c'était bon. C'est bon pour Ok. Ok, bon, alors Laurent, on a beaucoup parlé de l'Estac et de la SSO, on a un peu parlé de ton actu en début de podcast aussi. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Voilà, on est en juin, donc il y a beaucoup de mouvements, on le sait. Est-ce qu'il y a la volonté aussi d'essayer de retrouver un banc rapidement? Oui, totalement, oui, oui, bien sûr. Oui, je suis dans l'attente d'essayer de trouver bien sûr un club. Il est vrai qu'aujourd'hui, revivre ce que j'ai vécu notamment dans ces deux clubs, ça serait vraiment intéressant. Mettre un projet en place, un projet de jeu avec des joueurs, faire progresser des joueurs aussi. Oui, oui, de toute façon, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dans le cœur, c'est ce que je ferai le long de ma carrière. Et je sais que c'est pas évident malgré tout d'en trouver parce que tout le monde en fait cherche et tout le monde aujourd'hui, surtout qu'il y a deux clubs en moins aussi en plus. Donc voilà, il faut peut-être être patient. Et puis, mais bon, oui, de toute façon, je crois que ma vie, elle est faite de ça, d'entraîner. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec un peu de recul et avec un petit peu de repos, ça titille maintenant de revenir et de retrouver un groupe, de retrouver des joueurs, de retrouver aussi son staff. Parce que Manu Dacosta et Romain Brotte qui étaient avec moi sont partis aussi en même temps que moi. Donc, obligatoirement, quand on s'en va aussi avec des gens fidèles. Et ces gens fidèles, vous avez envie qu'ils retravaillent aussi. Et donc, voilà, on va essayer de voir sur le mois qui arrive ou peut-être sur les mois prochains s'il y a quelque chose qui est intéressant, qui me paraît intéressant, qui nous paraît intéressant pour pouvoir mettre en place le projet de jeu que l'on a et tous les critères que l'on a. Très bien, très bien. Bah écoute, c'est une belle conclusion. Je pense qu'on peut dire aussi que c'est ce qu'on te souhaite sincèrement chez Ma Ligue 2. C'était un échange très intéressant. Je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde, que ce soit à l'Estac ou à l'SSE, mais même chez les suiveurs du football français, d'avoir de tes nouvelles. Et en tout cas, nous, bah, on te remercie
énormément d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment passionnant. Pas de souci, c'est très gentil à vous et puis bonne continuation pour la suite. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce 8e épisode du podcast ML2. Voilà, comme je le disais en intro, on va continuer à vous proposer beaucoup d'épisodes cet été, que ce soit au mois de juin, que ce soit au mois de juillet. Donc voilà, on espère que celui-là avec Laurent Batles vous aura beaucoup plu. Merci encore à lui pour sa disponibilité. Il nous a livré beaucoup d'anecdotes. C'était très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify également. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. C'était ma Ligue 2 et on vous dit à très vite.